ne pouvez pas changer quelqu'un qui pense constamment qu'il ne fait rien de mal et qu'il a toujours raison. C'est comme essayer de convaincre une pierre de bouger et attendre le résultat conséquent. Si dans la tête de l'intéressé, tout est nickel, alors peu importe vos arguments, cette personne restera sur ses positions. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas à vous de porter ces fardeaux. Dans cette vie, à chacun sa croix, tôt ou tard, le bien et la vérité triomphent toujours sur le mal et le mensonge. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 22 mai 2024. Juste après, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, les grandes parties de la conférence de presse qui a été animée hier par Bertin Corvi, militant du Bloc républicain et président de l'Alliance Iroko, sur les allégations de Nathalie Nyamp et Kémy Séba sur le Bénin. Assure également au cours de cette matinale les impressions de l'éditorialiste Vianney Hassani sur Ousmane Sonko, qui réitère sa volonté ou celle de son pays, autant pour moi, à initier et encourager les grandes réformes monétaires. Vous suivrez également au cours de cette matinale le reportage de la 4e édition de Dedomeroué, une fête identitaire qui promeut le développement local. À suivre des précisions au cours du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports qui sera présentée par Anaël Dou, les Guépards U18 vont dissiper les matchs de classement à la Coupe du Monde scolaire. Les classes sportives reprennent au Bénin, on en parlera également. Omar Chomogo décroche un nouveau diplôme. Des précisions au cours de la présentation du reporter sportif. La définition de ce matin nous apporte à la découverte de l'expression être pris entre deux feux. Atifa Olafa, dans les trucs et astuces de ce matin, nous fait découvrir 6 erreurs à éviter lorsqu'on porte un costume croisé. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Quentin Amousso. On croit les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Capricorne sont les plus chanceux. Natifs du 10 signes, vous n'aurez aucune pitié pour vos ennemis et n'hésitez pas à les envoyer hors jeu parce que vous aviez vraiment envie de réussir. Côté finance, vous devriez être un peu plus vigilant. Juste après, j'aurai installé le panel de discussion avec Carles Kitome, Anaël Dou, Nansrine Fatoumi et Atifa Olafa. Ce matin, on parle du châtiment corporel en milieu scolaire. Et après, avec Atifa Olafa, on reçoit pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est près de FAB, président du CONASEB. Avec lui, ce matin, on parle de la réception, de l'érection de divinité chez soi. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui vous propose ce matin en manchette contre la vie chère, la CSTB dans la rue ce jour. Le Cana nous apprend que les travailleurs affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB sont autorisés à manifester ce jour contre la cherté de la vie. Les responsables appellent à la mobilisation pour une marche et une déclaration hostile à la gouvernance au sommet de l'État. Retrouvez l'itinéraire dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, production et distribution de produits alcoolisés en sachets plastiques, le pouvoir interdit et menace. Retrouvez les débats autour qui ont eu à s'effectuer à l'hémicycle dans les colonnes de la parution du matin du Cana qui nous apprend qu'à l'université d'Abomey-Calavi, le port de la carte d'étudiant est désormais obligatoire à l'intérieur du campus. 4e édition du festival Zogbin lancé en France. Reims aux couleurs du Bénin. Paris gagné pour Imelda Bada. Retrouvez les prouesses de cette édition dans les colonnes de la parution du matin de L'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de formation des formateurs pour les échéances de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'investit pour un personnel électoral de qualité. Retrouvez des précisions sur les dites formations à la page 3. En deuxième de titre, fonctionnement des collectivités locales. Les recettes des communes en hausse de 32,06% en 2023. Des précisions à retrouver à la page 5. Déploiement efficace du vaccin contre le paludisme, 10 pays africains partagent leurs expériences. Fraternité à présent, interdiction de vente d'alcool en sachet plastique au Bénin, des grincements de dents, attention au trafic clandestin. Docteur Eloge Akakbo, médecin généraliste, je cite: c'est une décision qu'il faut applaudir avec amour et passion. Roger Kounakou, sociologue, je cite, des gens ont stocké ces produits en quantité énorme et tout ça attend les buveurs. Fin de citation. Retrouvez le dossier que propose la rédaction sur cette actualité d'envergure dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal poursuit dans la même veine et parle de santé publique. Plus d'alcool en sachet plastique au Bénin. La production, l'importation et la distribution interdite. Retrouvez des précisions sur la législation qui encadre cette décision à la page 6 de la livraison de ce matin. Affabulation contre le Bénin dans la crise face au Niger. Camille Seba et Nathalie Nyamp recadrés. Retrouvez des détails à la page 2. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette. Autorisation de la marche de la CSTB. Alain Orula, préfet du département du Littoral, plongé dans un dilemme, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Interruption du concert le soir de la Pentecôte. La présence de Yaï dérange, estime le Canard. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 2 de sa livraison du jour. Décès de migrants béninois sur les côtes tunisiennes. Les démocrates déplorent l'échec des politiques. Le potentiel délit à la police républicaine. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le commissaire Maxime Adidoué, déposé en prison. Un policier confirme devant le parquet que le commissaire a pris 300 000 francs CFA. Le SBP Barouka Moïse, placé sous mandat de dépôt. 2 autres policiers relaxés. Le procès prévu pour le 30 mai prochain. Une investigation de le potentiel à l'origine de la procédure. Retrouvez plus d'informations à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin. Nouvelle sortie à polémique d'un panafricain sur la tension Cotonou-Niamey. Infox, mélange de sujets et haine. Camille Seba sabote le Bénin. Le compatriote désormais un cerveau dans les manipulations et affirmations péremptoires. Le gouvernement béninois doit prendre ses responsabilités pour arrêter ses agissements. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin, tribunal d'Abomey, le faux policier Bida Willis, déposé en prison. Il sera jugé le 30 mai prochain. Le confrère de Dabaro parle de campagne
d'alphabétisation 2023-2024. 662 centres lancés dans 27 communes au Bénin. Le DE Sianson ONG Salomon Balogun invite les acteurs à redoubler d'efforts. Retrouver des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du confrère. La Nouvelle Tribune nous publie ce matin en manchette. Gouvernance politique au Bénin, qu'est devenue la nouvelle conscience de Pascal Ironé Koupaki Pic en 8 ans de rupture, s'interroge le Canard, qu'est devenue la nouvelle conscience de Pic Pascal Ironé Koupaki en 8 ans de rupture, s'interroge le Canard. Le Canard nous apprend que nous rappelle, j'allais dire, autant pour moi, que l'une des idéologies qui a marqué le Bénin en 2016 est bien la nouvelle conscience prônée à l'époque par Pascal Ironé Koupaki. Mais depuis les élections présidentielles de 2016, le candidat malheureux du premier tour devenu allié politique de Patrice Talon évoque rarement cette thématique, du moins publiquement. Et pourtant, le peuple béninois espérait fortement que la présence du chantre de la nouvelle conscience dans le dispositif de la rupture constituait une garantie de prospérité. Avec ce que vivent aujourd'hui les Béninois, l'espérance s'est estompée. Retrouvez plus de détails sur les motivations de ce titre et de ses écrits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matin à présent. Il parle de conspiration contre le Bénin dans la crise face au Niger. Kémy Séba et Nathalie Nyamp remis à leur place. Libération nous libère ce matin à sa une. Projet Arche, entendez assurance pour le renforcement du capital humain. Bientôt la sélection de 5000 artisans dans 8 communes du Bénin. Le révélateur du jour à présent, commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Le gouvernement dit stop. Le premier quotidien économique du Bénin, revue des programmes et projets communautaires de l'UEMOA en 2023, un taux de 72,8% de réalisation des réformes au Bénin. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, inauguration de la cité d'amour. Sefou Fagbou offre un joyau à la communauté méthodiste d'Adiawere. Retrouvez des précisions sur la bâtisse à la page 10. Le confrère de l'événement précis ce matin, retrouvailles des fils et filles Tchabé, Odé Ibile. Moukaïla Amadou expose sa vision pour Kilibo. Retrouvez des détails sur cet entretien à la page 8 de la parution de ce matin du journal, qui relaie dans les colonnes de sa parution des détails importants sur la tournée gouvernementale annoncée. Elle démarre le samedi 25 juin et dure 2 semaines, nous précise le Canard. Visite à la G10, satisfait, les députés formulent des recommandations au gouvernement, lesquelles vous sont exposées et présentées en détail à la page 4. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette, appel à la dénonciation du contrat avec WAPCO dans le projet Pipeline Bénin-Niger, la désinformation nouvelle arme. Le confrère de Dynamisme Info à présent, démission de son poste au ministère des Sports. Smith Awanjinou rejoint Oswald Omeki pour 2026, s'interroge le journal. Le quotidien Le leader du jour pour finir ce matin, tournée ministérielle dans les communes du Bénin, le ministre Raphaël Akoteyon dans la dynamique du renforcement de la gouvernance locale. Voilà l'essentiel à retenir pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Dans les kiosques, ils sont accessibles au prix de 300 francs CFA, de 500 francs CFA. Ils sont également, comme je disais tantôt, disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dou. Bonjour. Vous êtes là pour la page des sports, c'est ça? Effectivement. Pourquoi ce sourire ce matin? Vous êtes tout joyeux, c'est là? parce que vous me souriez également. Ah bon? là. Nasrine Fatoumi, on démarre par Bertin Kovi, militant du parti politique Bloc républicain et président de l'Alliance Iroko, qui était face à la presse hier, suite aux déclarations de Kémy Séba et Nathalie Nyamp sur le Bénin. C'est bien cela, bien notre bonjour. Au détour d'une conférence de presse qui a eu lieu hier mardi 21 mai 2024 dans un hôtel de la place, le président de l'Alliance Iroko et membre du parti Bloc républicain Bertin Kovi a commenté les déclarations de Kémy Séba et de Nathalie Nyamp sur le Bénin. Selon lui, c'est de fausses allégations. Suivons ensemble ses propos au micro de Anaël Dou. J'ai écouté notre frère Kémy Séba aller affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave?
à imaginer même qu'il ait une telle preuve s'il était à sa place. Je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait, il a fait montre d'apatridie et de trahison à la nation béninoise. Mais le Bénin ne le jugera pas, on ne lui fera pas ce plaisir-là. Je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'ils nous aident à identifier ces camps-là afin de les démanteler. C'est tant qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. Parlons-en. Comment ça se fait que subitement, Nathalie Yam se retrouve au Niger, Kémy Séba se retrouve au Niger. Mais franchement, vivent-ils au Niger? Et ils reprennent mot pour mot les propos du Premier ministre du Niger. Le Premier ministre s'est trompé. Je voudrais que vous l'écriviez. Que moi, Kouvi, je dis que le Premier ministre du Niger s'est trompé. Mais je ne dis pas qu'il ment. Parce que pour qu'il mente, il faudrait que l'information soit venue de lui-même. Or, il est assis dans son bureau. Et ce sont des renseignements, d'autres qui lui ont donné ces renseignements qui sont fausses. Je voudrais dire au peuple nigérien, au peuple frère, que si une armée doit attaquer le Niger à partir de Bénin, il faudrait que cette armée-là ait d'abord vaincu et tué le dernier Béninois avant de pouvoir traverser la frontière. Nous voulons qu'on nous pende pour nos péchés, mais il ne faut pas qu'on nous pende pour des affabulations. Au cours de sa sortie médiatique, Bertin Corvi a eu à se prononcer sur la suscitation de candidature au profit de Patrice Talon pour 2026. Lors de la conférence de presse tenue hier, le président autant pour moi de l'Alliance Iroko, Bertin Corvi, a profité de l'occasion pour confirmer que le président Patrice Talon ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2026. Il est toujours au micro de Anel Dou. Je vous invite chacun de vous à penser au Bénin. Talon va partir dans 2 ans. Et je vous dis que c'est une équation mathématique. Puisque lui-même veut partir. Moi, j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer hier, de 11h à 12h30 chez lui, pour lui poser certaines questions par rapport au Niger, par rapport à son avenir politique, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qu'il nous mijote. Et il a dit sans embâche que lui, il est partant. Et je vous signale, je suis allé aussi lui dire, je veux qu'il continue un 3e mandat. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et il a dit non. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pour rien au monde un 3e mandat. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est lui qui fera le socle de la mouvance présidentielle. Il a dit non. Il faut forcément que moi je sois président pour que l'unité autour du Bénin se fasse. Et si je ne suis pas là, je ne suis pas immortel. Donc vous pouvez aller l'écrire à qui vous voulez. Talon a dit, à Corvier je le dis, qu'il n'est pas candidat en 2026. Ceci devrait amener ceux qui font la lutte contre Talon, la lutte contre le Bénin. Il faut faire la différence, la personne de Talon et le Bénin. À travers un arrêté en date du 17 mai dernier, la ministre de l'Industrie et du Commerce a interdit la production, l'importation et la distribution de boissons alcoolisées en sachets plastiques au Bénin. C'est bien cela, la production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. C'est à travers un arrêté ministériel signé du ministre du Commerce et de l'Industrie. Shadia assurant que la décision a été prise sont considérées comme boissons alcoolisées. Les boissons obtenues par distillation ou par fermentation telles que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle qui contient de l'éthanol. L'atelier régional sur le transport en général et notamment celui du courrier en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce mardi 21 mai 2024. Les postiers ouest-africains réfléchissent depuis ce mardi matin sur une solution innovante pour booster le transport lors d'un atelier régional à Cotonou organisé par la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'Union postale universelle. Cet atelier regroupe plusieurs acteurs du secteur. Le reportage avec Setondé Larius à Djabel.
Réfléchir sur des actions innovantes pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur du transport en Afrique de l'Ouest. Une vingtaine de délégués des postes de 15 pays de la CEDEAO y travaillent à Cotonou pendant 3 jours. Le présent atelier qui s'ouvre ce jour nous donne l'occasion, premièrement, de bâtir un modèle d'acheminement nouveau et plus solide, de construire un réseau de transport fiable et plus flexible, et d'adopter une approche plus efficiente et collaborative entre les opérateurs régionaux désignés. Cet atelier, initié par la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'Union postale universelle UPU, entend donner des réponses résilientes à l'échec du projet Corridor Lagos-Abidjan. Cet atelier va donc permettre de parler de toutes les actions retenues dans le projet pilote d'acheminement sur l'As Lagos-Abidjan, en vue de permettre un réseau de transport plus flexible, avec plus de transporteurs, quel que soit le mode de transport. Vous conviendrez bien avec moi que la tenue en l'espace de 9 mois de cette 3e rencontre dans le secteur postal à Cotonou traduit largement l'engagement du gouvernement de la République du Bénin à relever les défis actuels du secteur postal, tels que le développement du commerce électronique, l'adaptation des postes face à la digitalisation irréversible des services, l'inclusion financière et sociale des populations, pour ne citer que cela. Le projet chaîne d'approvisionnement flexible et réseau de transport du courrier en Afrique de l'Ouest se veut un élan de mutualisation des forces des pays de l'espace CEDEAO. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko réitère la volonté de son pays à initier et encourager les grandes réformes monétaires à l'éditorialiste Vianney Hassani en parle. Lors d'une conférence de presse tenue à Dakar à l'occasion de la visite de Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réitéré la volonté de son pays, le Sénégal, à initier et encourager les grandes réformes monétaires en Afrique, surtout les questions liées au franc CFA. Pour l'éditorialiste Vianney Hassani, il s'agit d'une démarche souverainiste qui devrait être placée dans un cadre régional pour apporter ses fruits, suivant-le, au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fall. Je pense que c'est une dynamique qui est intéressante. C'est une dynamique qui s'inspire déjà d'un certain nombre de combats et de réflexions qui ont lieu en Afrique depuis un certain nombre d'années et qui se sont particulièrement cristallisés au cours des dernières années. Et il se trouve que l'avènement au pouvoir du PASTEF, donc le parti d'Ousmane Sonko, et du président donc, qui a été élu récemment, s'inscrit dans cette veine-là, dans cette démarche-là, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a une vraie volonté de décolonisation et donc de mise en avant de la souveraineté des pays africains, et ça passe par la question de la monnaie. La question de la monnaie qui devra être réglée, non pas dans le cadre des États, des micro-États qui sont en place, mais dans un cadre au minimum sous-régional. Et donc, je pense que la démarche souverainiste du président du PASTEF Sonko et du président de la République sénégalaise nouvellement élu. Donc je pense que c'est une démarche qui est inspirante, c'est une démarche qui est cohérente, qui s'inscrit dans une dynamique en cours, mais qui devrait être davantage cadrée et placée, je pense, dans un cadre sous-régional pour que ça porte vraiment ses fruits. Les ressortissants de l'arrondissement de Dédomè ont célébré le dimanche dernier leur fête identitaire. Dans la commune de Pomassé, les ressortissants de l'arrondissement de Dédomè se sont donné rendez-vous le dimanche 19 mai dernier dans le village de Remadou, occasion de la fête de la Pentecôte pour célébrer leur fête identitaire édition 2024. C'était sur le terrain du complexe scolaire public de Dédomè, Remadou, le film de cette célébration avec Kanté Amoussou et Kales Kitoma. Pour les fils et filles de Dédomè, je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous célébrons l'unité dans la diversité. Ces mots du père Robert Wanouzanou illustrent l'esprit de cette fête identitaire qui fait le lit à de nombreux projets de développement. Nous aurons l'occasion de découvrir et de redécouvrir des danses et des chants artistiques de divers jeux et des spécialités culinaires propres à Remadou. La fête des Domeroui est aussi un moment de réflexion sur la solidarité,
et la cohésion de notre communauté. Dedomehwe donne l'opportunité aux autorités locales d'inviter toutes les potentialités à s'investir pour le développement de l'arrondissement. Depuis 4 ans, nous nous retrouvons à l'occasion de la fête de Pentecôte pour célébrer la fête identitaire de notre arrondissement. Mais au-delà de la réjouissance des retrouvailles, cette fête constitue une opportunité de valorisation des potentiels touristiques de notre arrondissement. Le conseil d'arrondissement que je dirige fait ce qu'il peut pour le développement de demain. Mais nous avons besoin de votre soutien pour faire mieux et aller plus loin. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter une bonne fête. La 5e édition de Dedomehwe prévue dans le village de Koufonou aura un goût particulier car elle sera couplée avec la fête de Novicha de Koufonou. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on va suivre la page des sports avec Anaël Dou. Vous, Anaël Dou, bonjour. Bonjour à nouveau. Les Guépards U18 vont disputer les matchs de classement à la Coupe du Monde scolaire. Effectivement, après le défaite face au Kenya, le défaite d'entrée, les Guépards U18 représentant le Bénin à cette 28e édition de la Coupe du Monde de football scolaire à Dalian ont fait le nul face à l'Ouganda. Pour la 3e et dernière rencontre de cette première phase, le Bénin a battu le Taïwan hier mardi 21 mai 2024 sur le score de 2-1. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda a également battu le Kenya 2-1. Les protégés de Séverin Danha terminent donc à la 3e place du groupe G notamment avec 4 points derrière le Kenya avec 6 points et l'Ouganda avec 7 points. Les Guépardos ne rejoindront pas les quarts de finale mais vont poursuivre la compétition avec les matchs de classement. Les classes sportives reprennent au Bénin. Initié il y a quelques années, le projet de classe sportive est en passe de prendre un nouvel envol. C'est ce qu'il convient de retenir des nouvelles perspectives à mettre en place par le gouvernement sous le leadership du ministre des Sports Benoît Dato. D'ici la rentrée prochaine, 116 nouvelles classes sportives viendront s'ajouter aux 88 qui existent déjà. En plus du football, le basketball, le taekwondo, l'athlétisme et le handball, le volleyball vont intégrer la liste des disciplines retenues pour le projet. Il est à signaler que les professeurs d'éducation physique et sportive seront plus impliqués dans la mise en œuvre. C'est pour joindre l'utile à l'agréable que le top de la phase départementale de la 4e édition du championnat scolaire a été donné le vendredi 17 mai dernier. Elle prendra fin notamment le 31 mai 2024. Omar Tchomogo décroche un nouveau diplôme. Omar Tchomogo est désormais titulaire, est aussi diplômé que n'importe quel autre entraîneur expatrié. L'ancien capitaine du 11 national a passé avec brio le vendredi 17 mai 2024 son brevet d'entraîneur professionnel de football. Il entre ainsi de plein pied dans la cour des grands techniciens disposant du plus haut diplôme d'entraîneur de football. Il devient de facto le technicien béninois le plus capé de tous les temps. Le plus capé de tous les temps, c'est ça. Ça peut être facile. La Fédération béninoise de handball outille 40 stagiaires pour finir. Autre discipline pour finir, la formation est l'essence de tout succès, a dit Arnaud Botti. Fort de cette citation, il a procédé ce dimanche 19 mai 2024 au lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention du diplôme B IHF. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous l'égide du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, en présence des membres de son comité exécutif, de l'expert IHF Gilles Malfondé et du
représentants de la Confédération africaine de handball, Serge Akakpo, et notamment du représentant du ministre des Sports, Okri Christophe Novillon, ainsi 40 stagiaires ont été outillés par l'expert formateur pour tenter de décrocher ce premier diplôme IHF. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nosrine Fatoumbi. Chers amis de l'autre à présent, j'appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Retour en plateau. Bonjour à vous, Francis Fahmi. Abdelkader, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être avec moi. Être pris entre deux feux, vous nous en parlez ce matin, Francis. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression être pris entre deux feux signifie être confronté à deux menaces distinctes. Il s'agit d'une locution qui peut être traduite par le fait d'être attaqué de deux côtés, être pris entre deux attaques ou deux tirs. D'aucuns diront même qu'être pris entre deux feux signifie se retrouver dans une situation jugée instable, fausse ou périlleuse. L'autre sens que l'on attribue souvent à cette expression est le fait d'avoir deux choses importantes à faire dans le même temps ou de manière simultanée. Voilà. À l'origine, cette expression ferait référence au tir d'armes à feu. Or, c'est à partir du XVIIe siècle que l'on commença à développer des armes à feu individuelles considérées comme fiables. L'expression voit donc le jour à cette époque-là. Elle fait son apparition plus tard dans le dictionnaire de l'Académie française dans son édition de 1762. Chers amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Avez-vous été pris entre deux feux une fois? Oui, ça m'est arrivé. Un petit exemple, mais plutôt dans le cas d'avoir deux choses importantes à faire. Il y avait un examen et je devrais aussi faire un truc pour mon père. Donc, j'ai dû choisir. Vous avez dû choisir. Atifa Olafa, vous avez été pris entre deux feux une fois? Moi, c'est mon quotidien, on va dire. Ah, ok. Ouais. Vous avez toujours deux personnes autour. Ah, donc pas deux personnes autour. Peut-être pris entre deux boulots à la fin. Ok, d'accord. C'est ça. Merci à vous. On retrouve juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces. Six erreurs à éviter lorsqu'on porte un costume croisé. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader, c'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Pour savoir comment porter un costume croisé, il est également essentiel de connaître les erreurs à ne jamais commettre en le portant. 1. Évitez de ne pas boutonner le dernier bouton pour que votre style soit plus naturel. 2. Veillez à ce que la longueur des manches ne couvre jamais vos mains. 3. N'oubliez pas que la veste ne doit pas être trop serrée et que les boutons ne doivent pas être sous pression. 4. Choisissez des pantalons en bon état et des chemises qui ne sont pas déboîtées. 5. Faites surtout attention à ne pas déboutonner complètement votre costume. Et enfin, 6e erreur à ne pas commettre lorsqu'on porte un costume croisé, ne portez pas de pantalon trop large. Voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir de l'astuce de ce jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. À présent, on passe aux prévisions astrologiques du jour avec Quentin Amoussou. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes en costume, mais vous n'êtes pas en croisé ce matin. Non. Vous aurez dû être en croisé pour qu'on vérifie si vous avez expérimenté l'astuce de Atifa Olafa. Alors, que nous prédisent les astres ce matin, nos amis internautes? Bonjour, amis internautes. Bélier, rien à signaler financièrement, professionnellement. Les partenaires vous donneront sans doute du fil à retordre. Tout évoluera plus rapidement que prévu. Amis du signe Taureau, la journée commence sur les chapeaux de roue, mais le calme reviendra en fin d'après-midi et la soirée sera agréable. Et il faudra vous adapter à ces changements pour vous en sortir aujourd'hui. Amis du signe Gémeaux, vous n'avez vraiment pas le goût au travail aujourd'hui. Pourtant, il serait nécessaire que vous boucliez certains dossiers assez urgents.
Quant à vous, vous devrez vous consacrer davantage à votre travail et laisser les sorties, les modalités du côté pour un temps. Amis du signe Lion, vous saisirez les occasions qui vous permettront de faire avancer vos projets. Vous devez être assez réactif pour ne pas vous faire voler vos petites idées. Amis du Taureau, petites idées autant pour moi. Amis du signe Vierge, le désir de changement s'intensifie. Vous supportez de moins en moins la routine. Cette crise pourrait être bien bénéfique. Balance, à présent, une bonne surprise vous attend dans le domaine professionnel. Vous obtiendrez entière satisfaction en matière de conditions de travail et votre salaire pourrait bien évoluer. Scorpion, vous serez prêt à toutes les éventualités et rien ne parviendra à vous déstabiliser. Examinez dans les moindres détails les propositions que l'on vous fera. Sagittaire, c'est le moment de foncer pour conduire une affaire importante, mais attention, il y aura dans votre situation un côté susceptible de vous faire agir dans le mauvais sens. Amis du signe Capricorne, vous n'aurez aucune pitié pour vos ennemis et n'hésiterez pas à les envoyer hors jeu parce que vous avez vraiment envie de réussir. Côté finance, vous devriez être un peu plus vigilant. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, l'ambiance au travail devient plus légère. Cela vous motive pour consolider vos liens. Vous userez de votre sens de l'humour pour sociabiliser. Ceci se révélera très efficace. Poisson, pour finir, vous avez du mal à fixer votre attention sur vos tâches quotidiennes. Cela se ressentira dans la qualité de votre travail. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, on va passer au panel de discussion. Le panel de discussion avec Kanté Amoussou qui a remplacé Carles Kitomé, empêché. Bonjour à vous, Kanté Amoussou, à nouveau. Bonjour à nouveau, Francis. Je dis Francis autant pour moi, Anaël, Atifa et Nansérine. Bonjour à nouveau. Anaël à Francis. On n'est même pas... Vous savez, quand on évoque souvent Kanté, on a toujours le désir irrésistible de dire Francis, parce que le cul et le sont toujours ensemble. Voilà, c'est un couple. Voilà. Ce matin, on parle de châtiment corporel en milieu scolaire. La première question, c'est de vous demander à vous, Anaël Dou, si vous avez subi cela au primaire. Si j'ai subi cela au primaire, j'ai quelques souvenirs de cela. Quelquefois, juste quelquefois, où j'ai fait des bêtises à l'école et le maître devrait me régler des comptes en quelque sorte. Régler des comptes, vous avez fait de bêtises par exemple. Régler des comptes parce que la seule fois dans ma mémoire, c'est la fois où on a demandé de relever les noms des bavards parce que notre professeur, notre maître, vous-même vous étiez bavard. Dans le temps n'était pas là. Non, j'étais même le responsable. Et je ne sais pas, j'ai relevé les noms et le maître de la classe inférieure à nous est venu et il disait qu'il m'entendait. Donc il m'a dit la liste que je lui ai remis d'ajouter moi-même mon nom puisqu'il m'entendait de là où il était. Donc il nous a tous frappés. À part cette période, je ne pense pas avoir été châtié en quelque sorte quand j'allais à l'école. Non, Cyril? Moi, j'ai subi le châtiment corporel, surtout dans les écoles catholiques. À moins, juste comme ça, on te bastonne. Au dehors, pas en classe, on te met à genoux, on te fait faire des choses sourires, ou bien on te donne des coups de palmatoire, compris de l'année. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais est-ce que ça a contribué à l'éducation de la Nansérine que nous avons aujourd'hui, ou c'était exagéré? Moi, c'était exagéré parce qu'à la maison, on ne me frappait pas, on me punissait d'une autre manière. Mais à l'école, tu ne vas pas échapper. Parce que dans le temps, c'était une école catholique, il y avait les prêtres là. Si le maître te punissait, tu n'obéissais pas, tu vas avoir un prêtre. Et c'est encore plus grave, plus que ce que le maître allait t'infliger comme punition si le prêtre intervenait. Parce que moi, à la maison, on ne me frappait pas. On ne frappait pas. La seule fois où mon papa a essayé de me frapper, c'est parce que j'avais menti qu'on n'avait pas eu les copies. Donc, il voulait me jeter la main, et je l'ai bloqué. Je pensais qu'il voulait vous jeter. Non, il voulait me jeter. À la fin, vous, on frappait à la maison, on frappait à l'école.
Les deux. Les Moi, deux. j'ai même été traumatisée par l'expression châtiment corporel parce que déjà, moi, au cours primaire, je ne foutais rien à l'école. J'étais toujours parmi Vous les étiez derniers. nul? Nul, on va dire. C'était prévisible. On va le dire. Et c'était un peu la guerre et à la maison et à l'école parce que Vous étiez pris en deux feux. En deux feux, voilà. Si c'est pas papa qui récupère ou maman qui récupère à la maison, bah à l'école déjà on appelle pour prévenir ou bien on vient faire carrément un règlement de compte. Mais ça vous a aidé après au secondaire à vous Oui, ça améliorer? m'a aidé, sauf que d'un côté ça m'a laissé des séquelles. Parce que Lesquelles? même jusqu'à aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en train de taper un enfant ou quelqu'un garder un bâton ou n'importe quel objet pour pouvoir corriger un enfant, en même temps ça me met dans tous mes états. Donc le châtiment corporel, franchement, c'est quelque chose que je ne souhaiterais même pas à mon propre enfant, même si c'est vrai, ça participe à l'éducation, mais je pense quand même que ce n'est pas le seul moyen. Il y a mille et une autres manières de pouvoir éduquer un enfant. Vous êtes convaincu? Oui. Il y a mille et une manières d'éduquer un enfant. Ce matin, quand je recensais les éléments pour le journal, j'ai lu une petite brève qui a une mère à Dogo qui a mis la main de son enfant dans un foyer transcendant. Pourquoi? Parce que l'enfant a fait une bêtise, donc. Il a volé? Bon, dans la brève, ils n'ont pas précisé, mais juste que pour sanctionner l'enfant, la mère a mis sa main dans un foyer transcendant. Ça, c'est inhumain. Oui, mais moi, je pense que, comme Atifa vient de le dire, il y a mille manières de punir son enfant. Pourquoi ne pas le priver de son petit déjeuner? Et si vous savez qu'il y a d'autres enfants qui sont quand même assez capricieux. Qui battent les enfants, ils ne les frappent pas, ils ne les corrigent. Il y a des enfants, vous le privez du petit déjeuner, là, vous l'envoyez vers le vol, il va continuer à chercher à voler. Priver quelqu'un de son petit déjeuner, moi, on m'a privé de mon petit déjeuner 2 jours. Deux journées, c'est pas mourir. C'est dangereux. Quand tu es à Moussou, est-ce que vous pouvez le rappeler? C'est quoi le châtiment corporel? Est-ce qu'on parle de châtiment corporel, c'est quoi déjà? En milieu scolaire. En milieu scolaire, c'est ce tape-là qui consiste, j'allais dire, à frapper un enfant pour le rappeler à l'ordre. Mais il y en a qui estiment qu'en réalité, c'est une violation du droit de l'enfant au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine. Mais au-delà de cela, nous sommes en Afrique. Nous savons comment est-ce que les parents nous éduquent à la maison. Et donc, à l'école, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux. D'abord, parfois, à l'école, on vous frappe plus qu'à la maison. Mais bon, on a nos réalités de chez nous et malgré ça, il y a le fait que l'éducation aussi chez nous, c'est pas comme si c'était conçu à la base selon nos réalités. Elle est importée. Et donc, du coup, quand elle est importée à un moment donné, il était quand même évident que l'on demande au professeur de ramener un peu la balle à terre parce que moi, j'étais au cours primaire en classe de CE2 et je me rappelle qu'il y avait un maître de la classe de CM2. Je vous assure, il a frappé l'enfant tellement que le petit ne pouvait même plus s'asseoir. On ne peut pas dire qu'au nom du châtiment corporel, il faut quand même se mettre à frapper un enfant de façon inhumaine jusqu'à ce point. C'est pas possible. Au fil du temps, ils ont déjà refusé ce genre de châtiment corporel. Mais malgré cela, ils continuent à battre les enfants. Ils ne les frappent pas, ils ne les corrigent pas, on les bat. Parce que des fois, tu vois les enseignants, ils prennent le pamatois, ils prennent la lanée ou le caoutchouc, ils fessent l'enfant d'une façon dont tu te dis, mais est-ce que c'est parce qu'il a un problème avec sa femme ou son mari à la maison qui vient déverser cette mais il y a un facteur qui subsiste quand même, mais bon, on va suivre quand même nos amis internautes. Est-ce que parfois c'est pas dû au fait que certaines bêtises quand même sont au-delà de l'entendement? C'est ce que je disais. Qu'est-ce que l'enfant fait pour qu'on puisse le bastonner? Déjà au cours primaire ou dans les collèges, on a toujours eu affaire, je crois, autant que nous sommes ici, on a toujours eu affaire à un professeur là ou à cet enseignant là qui, tout le monde sait qu'il est méchant. Il est méchant. Il est méchant dans l'âme. Il est rigoureux. Il est rigoureux et il est méchant dans l'âme. Parce que même dans sa façon de frapper, tu sens qu'il est... Moi, je me rappelle qu'à CM2, mon directeur en classe de CM2, il punissait mon collègue qui était à côté de moi. Et mon camarade de banc. Dans l'autre côté, il y avait une fille. Donc, quand il lançait le bâton, l'autre s'est échappé, c'était parti tomber sur le front de l'autre. Mais malgré que la fille saignait, il continuait à frapper l'autre. Merci, chers amis internautes. On va suivre quand même nos amis internautes et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Ils sont réellement parents à notre temps.
l'homme n'avait pas le choix que de subir. Vous voyez, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Bah nous convie. Bah nous convie. So, par exemple, vite ni mnelo de ebron de composition mo. E ka tu blo a. Ouais, zefe yo ani. On reprend on he. On reprend et le bibo a. Au moins 1 heure du temps. Et le a donné comprend à répéter le nouveau. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, durant les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Anadou, moi j'ai quand même, après avoir suivi quand même nos amis internautes, j'ai quand même cette petite pensée là à ce parent d'élève quand j'étais à l'internat qui était venu voir le maître d'internat qui dit vous savez monsieur le maître, lui c'est un monsieur qui vend les voitures, hein, il dit maître d'internat, est-ce que vous savez la voiture fonctionne avec l'essence, moi mon enfant il fonctionne avec le bâton, quand vous allez le frapper vous allez voir qui va changer. Est-ce que parfois il n'y a pas des parents aussi qui encouragent les enseignants dans cette besogne? Ça c'est très vrai. Moi je peux dire que j'ai échappé à ces châtiments corporels. Je vous ai dit, je me rappelle une seule fois où on m'a tapé, c'était en classe de CM2, je l'ai dit tout à l'heure. En classe de CM2 là, j'ai vraiment échappé à ça parce que j'étais très bon en classe, c'est-à-dire j'étais le premier, j'étais même au-delà du premier parce que quand vous étiez le premier du premier, c'est pour vous dire que quand je suis premier, avant de voir le deuxième, il est vraiment loin, très très loin. Donc j'étais au-delà de ceux qui la norme. Donc c'est un génie. Mais mes parents ne savaient pas. Vous y croyez? Non, mes parents ne savaient pas cela. mes parents ne s'intéressaient pas tellement au rang dans le temps. Pour eux, on devrait avoir 7 sur 8 ou bien 8 sur 8. C'était ce qu'ils regardaient. Donc avec c'est comme celui qui est 14e du classe de 15e. Voilà. Avec ça là seulement, à un moment donné même, ma maman prenait de la bière puisque mon école était juste en face de ma maison. Je traversais juste la route pour aller à l'école. Et c'est des rues de quartier qui séparaient. Donc, ma maman peut se lever un matin, préparer à manger pour moi, pour que je mange à 10h, mais on sert aussi le maître avec une bonne bière pour dire, occupe-toi bien de lui, quoi. S'il déraille, occupe-toi bien de lui. C'est normal, puisque quelque part, l'éducation à l'école contribue à l'édification de votre personne. Forcément. Mais aujourd'hui, on ne refuse pas. Est-ce que le bâton aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'au moment où on va à l'école, il y a des moments donnés où on passe plus de temps avec le maître qu'à la maison. Oui, mais lorsqu'on a des parents qui quittent la maison à 7h et qui rentrent à 22h ou 23h et qui le lendemain c'est la même chose. Parfois, vous êtes tout le temps en contact avec aujourd'hui, il y a des maîtres qui en abusent. Vous voyez par exemple le parent qui, parce qu'on n'a pas payé la contribution, on a renvoyé son enfant, il vient, il crie un peu dans l'école. La directrice fait les yeux au maître, puis dit bon, si son enfant tombe dans quelque chose, récupère. Est-ce que vous ne savez pas? Ça se passe. Non, si vous avez été témoin de ça. On récupère l'enfant, on frappe l'enfant comme si il avait tué une. Se passe. Oui. Non, mais c'est des choses. Non, mais c'est des choses qui se passent. On tape l'enfant à un point terrible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de ces enseignants-là qui peut-être parce qu'ils ont déjà eu un problème à la maison. Vous voyez la maîtresse parce que son mari l'a boudé. Mais en dehors des brebis galeuses, en dehors des enseignants qui exagèrent et autres, pour vous, le bâton n'éduque pas un enfant, c'est ça? Non. Le bâton éduque un enfant. Mais je dis toujours, c'est pas le meilleur moyen. Mais lorsque vous avez un enfant récalcitrant. Un enfant récalcitrant. Il y aura forcément moi, j'ai une autre moyen. Mais pas
pas le bâton. On peut frapper un enfant, mais pas à un niveau donné. Parce que vous voyez de ces enseignants... Non, je dis en dehors des brebis galeuses. Je parle de la norme. Lorsqu'on laisse les brebis galeuses, les enseignants qui parfois ressassent les problèmes de la maison sur... comment on appelle la société, ce qui arrive vraiment à tout le monde. Même au boulot, il y a des gens comme ça qui, lorsque la maison c'est pas bien, lorsqu'ils viennent au boulot, ça se sent. Bon, moi je vous dirais que ça n'aide pas. C'est un mauvais moi je vous dirais que ça n'aide pas parce que mon propre exemple. En dehors de cela, les enseignants normaux. Alors, est-ce que il est bien qu'un enseignant parfois puisse faire recours au bâton pour amener l'enfant, pour faire entendre raison à l'enfant? Soit. Mais ce n'est jamais la bonne solution. La bonne solution pour vous, c'est quoi? Moi, je prends mon propre exemple. Il faut d'abord discuter aussi avec l'enfant. Parce qu'il y a de ces enfants qui ont des traumatismes à la maison ou bien ils ont des problèmes je sais pas, de vivre en société qui les empêchent parfois d'être non seulement à l'aise en classe, à l'aise avec l'enseignant et d'être meilleur. Vous voyez les enfants, il a des potentialités. L'enfant est intelligent, il a des capacités, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais le problème, il a tellement peur, non seulement de la pression qu'il y a à la maison, de comment les parents, dans quelle ambiance il a été éduqué, comment il a grandi. Parce qu'un enfant qui grandit toujours dans la vie où c'est juste, il n'y a que par le bâton. Mais est-ce que vous savez cet enfant, à la moindre, l'enfant finit par être habitué, il se dit, même si je le fais pas, on finira par me taper. Lorsque l'enseignant est dans une classe, il vient pour enseigner un programme. Un programme qui est réparti sur des jours. Il vient dans une classe dans laquelle peut-être qu'il a en face de lui 52, 68 enfants. Est-ce qu'il doit s'occuper des conditions psychologiques? Non, mais tous les enseignants n'ont pas l'aptitude ou cette capacité-là à enseigner. Aujourd'hui, vous voyez des enseignants qui ne sont pas patients. Il faut être psychologue pour aujourd'hui, il ne faut pas se lever seulement pour... Je vous raconte un petit truc. Un élève qui est dans une classe qui tout le temps... on remarque que quand on enseigne quoi que ce soit, lui, il est toujours au dernier plan, il ne comprend jamais rien. Et quand on demande, il ne le dit pas, puisqu'il ne parle pas tellement. Quand on demande à faire des exercices, il fait toujours les choses bizarrement. Le maître a passé tout son temps à le frapper. Pendant une année, l'enfant a redoublé. Deuxième année, on l'a frappé. Troisième année, il y a eu un changement de maître. Celui qui est venu a essayé de comprendre le problème de l'enfant. C'est là maintenant qu'il a compris que l'enfant avait un déficit. Quel déficit? L'enfant ne voyait pas les choses, ne lisait pas les choses de la façon normale. L'enfant avait une maladie qui faisait que il lisait les choses de façon un peu en retard. Et quand on comprend ce schéma, et quand on le met dans son sial, l'enfant rendait exactement. Il faut être psychologue et comprendre les enfants. Lorsque j'écoute Anaël Dohou, quelle est la part de responsabilité des parents à ce niveau-là? Est-ce que un parent sait envoyer l'enfant à l'école et le confier tout de suite à l'école et ça s'arrête là? Lorsque l'enfant, par exemple, comme il le disait, par exemple, a des déficits, est-ce que c'est pas aux parents parfois à un moment donné de le signaler au maître pour quand même lui faciliter la tâche? Bon, avant de répondre à votre question, je vais dire d'abord que tous les enfants n'ont pas le même niveau d'appréhension. Donc, le cerveau n'est pas le même. Il y en a qui comprennent tard, un peu tardivement. Moi, par exemple, quand j'étais au cours primaire, il fallait que je lise la même phrase 3 fois d'abord avant de garder. Mais il y en a, dans le même temps, une seule fois quand ils lisent, ils comprennent. Il y en a quand même, déjà en classe, ils arrivent à capter tout ce qu'il faut capter. Et puis, il suffit juste de relire une seule fois pour passer. Donc, je pense que de ce côté-là, il va falloir que les enseignants trouvent le moyen de gérer. Maintenant, taper les enfants. Moi, je suis d'accord pour qu'on puisse taper un enfant pour le rappeler à l'ordre, mais dans la mesure du possible. Lorsque vous tapez un enfant, vous lui donnez 6 coups. Il nous est d'accord qu'on puisse pas faire recours au bâton pour entendre raison. On peut faire recours au bâton, mais dans certaines mesures, dans la mesure du possible. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Je donne un exemple. Lorsqu'on tape un enfant, on lui donne 6 coups par exemple. Et ce qu'on veut comme résultat, on n'arrive pas à obtenir. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que déjà je l'ai tapé, mais il n'arrive pas à donner le résultat? Il ne faut pas se mettre à le retaper, à le taper. C'est pas comme ça. J'ai été témoin d'une scène quand même, un peu extraordinaire quand même. Un maître qui dit, parce que l'enfant a fait une grosse bêtise, ils étaient en pleine classe et l'enfant va toucher les fesses de sa copine, un comportement totalement déviant. Et le maître dit, tiens, je lui donne 10 coups. Et le maître lui donne 10 coups, il finit de prendre les 10 coups, il commence pas à rire. Il est conscient de ce qu'il a fait. Vous imaginez un peu dans quel état d'esprit le maître se retrouve tout affolé. C'est là qui va énerver encore plus le maître. Abdelkader, vous avez demandé tout à l'heure s'il est parent
parents n'ont pas... On a fini avec Quentin. Pas de responsabilité. Je ne reviens pas ça. Oui, Quentin. Là, je suis d'accord. Il va encore plus énerver le maître. Mais le comportement n'est pas là. Il faut quand même essayer d'appeler ses parents pour lui demander ce qu'il fait à la maison. Si en temps les parents ne sont pas là pour essayer de le recadrer un peu, et déjà en l'absence des parents, lui se met à toucher les fesses des petites filles, de ses soeurs. Non, mais attendez à ce qu'il fasse pareil en classe. Maintenant, il y a une chose que moi je voudrais qu'on essaie de révéler. Que les enseignants me pardonnent. Mais honnêtement, en temps, il y a des enseignants qui n'étaient pas destinés à être enseignants, mais parce qu'ils ont démissionné d'un côté où il n'y a pas de boulot. Ils ont été des enseignants par défaut. Des enseignants par défaut. Et ce sont ces enseignants par défaut là parfois qui ne savent pas comment il faut frapper un enfant. Et aussi, il y a des enseignants qui n'ont pas forcément d'enfants à la maison. Donc, quand ils viennent à l'école, bon, voilà, c'est un enfant, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas échapper. Il te donne des 20 coups sur le champ. Et si tu Nasrine Fatoui, à l'essence, lorsqu'on remonte au châtiment corporel lui-même, ça existe un peu partout, que ce soit dans l'église, dans l'islam, dans tout ce qui est éducation ou apprentissage, il y a quelque part le châtiment corporel. Alors, pourquoi le châtiment corporel a été instauré pour vous, selon vous? Bon, pour moi, le châtiment corporel a été instauré pour appeler quelqu'un à l'oxy. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ceci, vous aurez telle punition. Voilà. Et ça fait mal. Ça fait Il faut mal. que ça fasse mal pour créer une crainte. Pour lesquels moi j'ai fait l'école coranique. À cause du châtiment corporel. Bon, c'est à cause de ça moi j'ai fait l'école coranique. Parce que... Là-bas, on ne châtie même pas. Si, il y a d'autres alphas. Quand ils te récupèrent, tu te demandes, mais c'est forcé. Mais lorsque vous prenez l'enseignement à l'école coranique et à l'école française, est-ce que vous ne voyez pas parfois une différence? Il y a une différence. Ce qui se passe à l'école coranique, là, c'est différent de ce qui se passe à l'école. Parce que quand l'alpha te récupère, mais sur le rendu, sur le résultat. C'est pas tous les apprenants qui arrivent. Sur le résultat, il y a aussi, c'est pas les mêmes choses sur le résultat. Il y a toujours un point de différence. Il y a toujours un point de différence. Oui. Alors, Nasrine Fatoumi, pour avant de retourner à Tifa Alafa, lorsque l'on regarde, par exemple, pas le châtiment corporel ce matin en milieu scolaire, tout à l'heure, Quentin Amosso disait qu'il faut frapper, mais de façon raisonnée. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de responsabilité des gouvernants qui doivent quand même effectuer des contrôles pour vérifier un peu les aptitudes à l'enseignement des enseignants? Oui, mais je crois que c'est à cause de ça, ils ont interdit le châtiment corporel en milieu scolaire. Est-ce que c'est l'interdit qui est le problème? Non, mais moi je pense qu'il faut pas complètement l'interdit, mais il faut avoir la manière de réguler le système. Pas forcément. Moi, je préfère qu'on renvoie un enfant des coups, qu'il aille appeler ses parents, que de le frapper, quitte à ce qu'il ne peut plus marcher. Moi, je préfère cela. Rapidement les propos de l'enseignant. Moi, je pense plutôt qu'il faut ajouter d'autres critères d'évaluation aux enseignants quand on les recrute. Qui les évalue d'abord? Comme ça pourra permettre. Qui les évalue? Je suis d'accord. Vous savez qu'à un moment donné, peut-être des psychologues, les mecs nous allaient, on dit bon, s'ils viennent, faut faire ça. C'est que si tu ne le fais pas comme il on te récupère. Le sueur va pas. Le mieux, c'est que si l'enfant commet une bêtise qui dépasse le maître lui-même, qui le renvoie à l'administration. Il y a les conseils de discipline qui existent dans les écoles. Alors, encore qu'aujourd'hui, la solution aujourd'hui, quelle que soit la faute de l'enfant, parlez-lui. En fait, vous savez, Analdo, quand même, je voulais échanger avec Atifa Olafa. Analdo, lorsque vous parlez d'aujourd'hui échanger avec lui tout à l'heure, où il y a quelques jours, quand on a fait plusieurs débats ici, où vous avez eu à déplorer avec beaucoup d'autres la qualité de l'éducation aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, le châtiment corporel existait. Et est-ce que cela n'était pas une cause de la qualité de l'éducation que nos parents avaient eue, de la façon qu'ils avaient des craintes à certaines valeurs morales et éthiques? Pas forcément, parce que je trouvais que en ce temps, la société n'était pas aussi remplie de désordre comme aujourd'hui. Il y avait toujours, l'homosexualité a toujours existé. Même le châtiment corporel dont vous parlez, la dépravation a toujours modéré. Les parents ne bastonnaient pas les enfants comme vous êtes sûr qu'autrefois? Non, moi, on m'a raconté. Autrefois, non. Moi, j'avais
Bon, on écoute Annette. Non, autrefois, je crois qu'aujourd'hui, on frappait plus que ça. Autrefois, on frappait plus que maintenant. Oui, on ne peut pas me raconter une histoire. On frappait tellement les gens que les gens fuyaient de l'école avec un tabouret à la maison. Oui, même à la maison aussi. Oui. Autrefois, on frappait plus. C'est vrai. On est d'accord avec ça, mais le souci c'est que quoi, la société n'était pas aussi dérangée, ce qui fait que quoi, ou bien il y a des craintes à des valeurs. En fait, ce n'était pas aussi dévoilé à la quand tu frappes à l'école, tu ne peux pas venir. Elle boude d'envie de réagir tout à l'heure. Il y a quand même deux questions. Aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé des clips de vidéos de musique il y a 15 ans, il y a même 20 ans, les jupes mini existaient. C'est pas aujourd'hui que les petites les jupes courtes existent. Ça existait, ça existait. Pour dénoncer. Autant, non pas pour dénoncer. Les gens portaient même pour faire des clips, les gens portaient des tenues sexy, mais la crainte. Vous allez voir que très souvent ceux qui portaient ça dans ces genres de clips, c'était pour montrer toujours le mauvais côté. Non, pas le mauvais côté. Pas forcément le mauvais côté. Pas forcément. Alors, les cinq clips d'ivoirien. Atifa à la fin, vous avez fait la parole. Non, vous avez dit la Côte d'Ivoire, même au Bénin, on en écoutait. Même au Bénin ici. En fait, ce que je voulais souligner, c'est fini au tombeau de Rico se compose dans le temps. Vous avez suivi un peu ce qu'il a raconté. Ce que je voulais souligner, c'était que quoi, aujourd'hui, la manière dont la société est tellement dépravée, ça forme nos enfants, même quand l'enfant naît aujourd'hui, à avoir des vices là directement. Ce qui fait que vous enlevez ces vices à un enfant, ce n'est pas en le frappant tout le temps, mais c'est plutôt en comprenant les centres d'intérêt de l'enfant et en lui faisant comprendre qu'en ayant un genre de comportement donné, ses intérêts peuvent s'éloigner de lui. La personne qui voit que ses intérêts vont disparaître. Vous le dites que nos parents, nos grands-parents, qui dans les couvents, dans les églises, dans les mosquées, partout, qui ont instauré, lorsque vous êtes initié à un couvent, l'initiation se fait par châtiment. Lorsque vous êtes initié à certaines valeurs, c'est par châtiment, ça se fait. Vous lui dites que tout ça là qui a été imposé, c'était mal pensé dans le temps. Quand vous êtes initié par, on vous impose des choses par le châtiment corporel, vous allez voir que vous allez l'accepter, vous allez le faire. Mais le jour, le danger est encore plus criard quand le jour où vous n'avez plus de la crainte derrière vous, c'est que vous les exercez de façon très grave, en quelque sorte. Celui qu'on empêche de fumer à la maison parce qu'en milieu scolaire, la personne se cache au dehors pour fumer. La part de responsabilité des parents dedans, parce que Abnaël Do l'a dit tout à l'heure, un enfant qui peine ou qui tarde à donner un bon résultat, qui ne réagit pas forcément comme ses autres camarades de classe, il y a forcément un problème derrière, parce que la plupart des enfants que vous voyez dans les écoles ou dans les... D'où il doit avoir une complicité entre le parent et l'enfant. Parce qu'un enfant qui est habitué à ce que les parents lui disent tout le temps, un enfant qui est habitué à ce que les parents lui disent tout le temps, oh tu es une paresseuse, oh tu ne fous rien en classe. De toute façon, peu importe tes erreurs, peu importe tes efforts, tu vois l'enfant en train d'apprendre des leçons, tu viens, tu lui dis, oh tu apprends ça de toute façon, ça ne donne rien. Et le pire, c'est quand ces enfants-là sont peut-être de la même promotion de leurs camarades, peut-être dans le même quartier, où à chaque fois vous êtes appelés à cheminer ensemble pour aller à l'école, l'autre vient chercher l'autre à la maison, le parent le voit et dit, ah mais toi tu travailles bien en classe, tu as de bonnes notes, ton ami là il ne fout rien en classe, tout le temps rappeler à l'enfant de ces mauvaises ça n'aide pas, ça traumatise. Et moi je vous dirais, c'est même l'une des raisons pour lesquelles moi j'étais pas du tout meilleure au cours primaire, parce que moi je ne vais pas vous le cacher, j'étais très nulle au cours primaire, pas parce que je n'avais pas cette capacité là à donner de bons résultats, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas être la meilleure de ma classe, mais parce que tout le temps j'ai été entourée de fait que les parents me disent tout le temps, toi tu es une paresseuse, tu ne fous rien en classe, tu fais ci, tu fais ça, tu es toujours médiocre. Et quand tu amènes, peut-être le jour je réussis à avoir peut-être 16 dans une interrogation, je suis pressée de montrer. Quand je montre, on me dit, bah c'est pour la première fois que tu fais. Alors que le même parent, lorsqu'il dit à un enfant, ah mais c'est bien, comment tu as fait, par quel procédé tu as pu obtenir ce résultat, continue sur cette lancée-là. Il faut aussi discuter avec l'enfant. Parce que ces enfants-là qui montrent des retards pour donner de bons résultats, tous ces enfants-là qui ont des difficultés à apprendre, peut-être
pas eux tous, mais dans la majeure partie, c'est dû à des parents qui peut-être n'ont pas confiance aux enfants, ne soutiennent pas les enfants, ne soutiennent pas les enfants, pardon, ne les boostent pas, ne leur montrent pas que, même si tu échoues aujourd'hui, je sais que demain, tu peux donner le meilleur de toi. Et aujourd'hui, moi, mon père, il est tellement fier de moi parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que j'aurais peut-être un master aujourd'hui. Vous avez triché. Merci à vous, Atifa. Merci. J'ai pas triché. J'ai pas triché. Pas du tout. Vous étiez nul. Vous n'avez pas le temps de revenir après. On ne fait pas le temps. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin. L'invité de ce matin, ce frais matin, il est le professeur David Kofi Aza. Bonjour à vous. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère au Nord. Avec vous, ce matin, on parle de l'érection des divinités chez soi. Quels sont les enjeux qui y concourent? Atifa à la fin avec moi pour cet entretien. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Le professeur est à vous ce matin. Bonjour. Pour la première question. Bonjour professeur, comment allez-vous? Très bien. Ok, alors on parle aujourd'hui de l'érection de divinités chez soi, quelles sont les implications et conditions. Mais avant d'aborder notre sujet de ce matin, j'aimerais quand même avoir votre avis sur le châtiment corporel. Êtes-vous pour ou contre? En milieu scolaire. En milieu éducatif. Le châtiment corporel en milieu éducatif, je ne peux être que pour, puisque je suis un conservateur. Pourquoi? Parce que en Afrique, c'est le meilleur moyen d'assurer une éducation, une bonne éducation pour un enfant. Le meilleur moyen? Le meilleur moyen. En Afrique? En Afrique. Je parle bien d'Afrique. En Occident, ça c'est une autre réalité. Et on sait qu'aujourd'hui, l'éducation est complètement enterrée en Occident. Mais en Afrique, c'est pas parce qu'on est sauvage, non. Mais c'est parce qu'on veut construire une société avec des individus bien faits, bien formés, bien éduqués. Or, aujourd'hui, vous savez que nos enfants, quand ils n'ont pas peur de quelque chose, ils ne se donnent pas, ils ne s'imposent pas de limites. Ils se disent que tout est permis. Or, pour avoir peur de quelque chose, il faudrait forcément qu'il y ait une punition. Et cette punition-là, en milieu scolaire, s'inscrit dans le châtiment et il faudrait forcément le faire. C'est d'ailleurs ça qui permet à l'enfant de mieux apprendre, d'être bien formé, d'être intelligent. Je vous donne un exemple. Quand vous rentrez, vous prenez un initié, un nouvel initié qui rentre au couvent. Vous savez qu'au couvent, nous utilisons un langage crypté. Ce langage crypté, c'est l'un des langages les plus difficiles à assimiler, même plus difficile que le mandarin. Mais on peut faire parler ce langage-là par un initié en moins de 3 mois. Je dis bien en 3 mois. Qui peut apprendre le mandarin en 3 mois et parler couramment? C'est pas possible. Mais pourtant, on le fait aux initiés parce que si vous n'apprenez pas bien, on vous châtie. Même si vous êtes âgé, on vous châtie. Ce qui fait que vous êtes obligé d'apprendre et d'assimiler ce langage-là. Donc, je suis complètement pour. Et sans ça, depuis qu'on a commencé par enlever ça de l'éducation nationale au Bénin, vous avez remarqué que les enfants commençaient par chuter. Le niveau baisse. Le niveau a complètement baissé. Un étudiant, je dis bien un étudiant, quelqu'un qui a le bac en main, est incapable de tenir 5 minutes dans une conversation. En français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même possible, non? D'avoir de ces individus-là, comme vous l'aviez si bien décrit, bien fait, bien construit, bien éduqué, sans forcément passer par ce moyen-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci à vous, David Kofi Aza. Et ça, c'est une erreur monumentale qu'on fait parce qu'on se cache derrière le principe des droits de l'homme. Mais je dis, ça là, c'est une hérésie intellectuelle. On ne peut pas parler de droit à un enfant sans lui parler de ses devoirs. Pourquoi on ne fait pas la promotion des devoirs de l'enfant? Et on passe tout le temps à faire la promotion des droits de l'enfant. Et même en Occident, quand tu parles à un enfant, qu'il connaît ses droits. Mais il connaît ses droits. Est-ce qu'il connaît ses devoirs? S'il n'y a pas de droit sans devoir, donc il faudrait qu'on commence par inculquer à nos enfants à la fois leurs droits et leurs devoirs. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. David Kofi Aza, on va venir au sujet du jour. On parle de divinité à ériger chez soi. Dites-nous d'entrée de jeu, est-ce que toutes les divinités peuvent-elles être érigées à la maison? Non, il y a des divinités spécifiques qui ne peuvent pas ériger à la maison. Parce que, compte tenu de, je dirais, des éléments constitutifs de cette divinité-là, et c'est vrai qu'actuellement, beaucoup sont dans des difficultés, même des vaudous, hein.
autrement initiés, sont dans la difficulté parce qu'ils ont ramené dans la maison des divinités qui ne fallait pas, qui ne cohabitaient pas avec l'homme, des divinités qui ne cohabitent pas avec l'homme. Quelques exemples. Par exemple, les Tovodou ne par exemple, ne cohabitent pas avec l'homme. C'est pour ça qu'on les érige au dehors, à l'entrée de la maison. Il y a les Danglators, c'est des serpents sauvages. Si je dis sauvages, c'est parce qu'ils sont forcément destructeurs, mais ils ne sont pas moins non plus, qu'on n'érige pas à la maison. Mais il y a d'autres divinités. Peut-être que quand je vais en parler, certains peuvent m'en vouloir. Vous savez, il y a des divinités où les éléments constitutifs sont des éléments issus des morts violentes. Je ne veux pas stigmatiser une divinité, mais il y a beaucoup de divinités dont les éléments constitutifs sont issus des éléments de ceux qui sont morts de façon violente. Par accident. Par accident, par pendaison, par le feu, quelqu'un qu'on a bastonné à mort, quelqu'un qui est mort par noyade, quelqu'un qui est mort par... quelqu'un qui est mort foudroyé par exemple, quelqu'un qui est mort par la variole, la varicelle ou la rougeole par exemple, quelqu'un sur qui le mur s'est effondré par exemple, ou le tonnerre, voilà, tout ça, la foudre a tué. Foudre, voilà. Donc toutes ces morts là sont des morts violentes et c'est les restes de ces défunts là qu'on utilise pour constituer cette divinité. Cette divinité en principe devait être érigée en dehors de la concession. Parce que quoi qu'en soit la situation, c'est les divinités qui finissent toujours par ramener des influences négatives dans la maison. Parce qu'elles-mêmes sont issues du reste influencées négativement par la nature. Mais quel est leur rôle, ce type de divinité? C'est des réactionnaires, ces divinités-là. Réactionnaires en quel type? Quel est le champ d'action? C'est-à-dire que quand vous leur confiez quelque chose, quelques minutes après, c'est que vous commencez par obtenir satisfaction. C'est-à-dire lorsque je veux avoir quelque chose, tout de suite... Tout de suite, voilà, c'est beaucoup plus rapide. En fait. Donc c'est souvent les Azévodou? Non, les Azévodou, ça c'est encore une autre paire de manches. Ça c'est les Kénessi. Les Kénessi aussi sont des réactionnaires, mais c'est les Kénessi. Il y en a beaucoup qu'on peut ériger à la maison. Il y a des formes spécifiques de Kénessi qu'on érige complètement, soit dans un couvent ou soit dans un enclos. On fait un enclos, on l'isole des individus et on les érige. Ça, c'est les Kénessi qui sont vraiment au sommet. Mais il y en a qu'on peut ériger dans une maison et qu'on peut vivre également dans la maison. On peut vivre dans la maison. Alors, si on parle de l'érection des divinités chez soi, qui est autorisé à ériger une divinité chez soi? Qui est autorisé, à quel stade de la vie, qui est autorisé à recevoir la divinité? On peut dire, je veux ériger une divinité chez moi à la maison. À tout moment. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. Avoir une divinité, c'est une question de maturité. Ce n'est pas une question d'âge. Parce que vous avez des gens qui ont 40 ans, 45, 50 ans, qui sont immatures, plus immatures qu'un enfant de 15 ans. Comme vous avez un enfant de 17 ans qui est plus mature, et vraiment mature qu'un vieux de 60 ans. Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité spirituelle. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une nécessité. Parce que il y a deux conditions. La première condition, c'est que vous avez le Fa. Et le Fa détermine et impose l'érection d'une divinité. Parce que ce n'est pas tous les signes qui imposent l'érection de divinités. Non. Vous pouvez avoir le Fa et n'avoir aucune divinité par la suite. Votre Fa, votre Legba, et tout s'arrête là et vous évoluez normalement. Par contre, on peut avoir des signes du Fa qui imposent l'érection d'un dent. Ou alors peut-être d'un goût, ou alors peut-être d'un lissa, ainsi de suite. Là, ça c'est à partir du Fa. Là, c'est que le Fa a déterminé. C'est votre signe du Fa proprement dit qui vous l'impose. La deuxième condition, c'est que vous avez, comme Joto, par exemple, une divinité, et qui est votre Joto, et qui manifeste la nécessité de se mettre à vos côtés pour mieux assurer votre protection. Et là, on peut l'ériger. Mais en dehors de ça, c'est la volonté de l'homme. Ça peut être par nécessité, c'est-à-dire que j'ai des difficultés liées à la sorcellerie par exemple, je n'évolue pas dans la vie malgré tous les efforts que je fais, je consulte, on me dit bon peut-être il faut aller prendre un Minona, il faut aller prendre un tronc, il faut aller prendre un Kénessi, il faut aller prendre un Kokou ou un Djagli ou toute autre divinité. Donc, on peut ériger cette divinité sans avoir reçu le Fa. Oui, vous pouvez, mais la meilleure des choses, c'est que quoi qu'en soit la divinité que vous voulez ériger, il faut toujours passer par l'initiation. Il faut toujours faire l'initiation au Fa pour voir la compatibilité de votre signe du Fa par rapport à cette divinité-là. Parce que parfois, on va chercher des divinités en dehors du Fa et ça vous amène tous les problèmes du monde. Parce que ce n'est pas compatible avec votre signe du Fa. Ah, vous n'avez pas encore votre signe du Fa.
Donc le mieux, c'est déjà de faire le signe du feu. Alors, lorsqu'on sait que c'est une nécessité, qui peut aider à ériger? Il faut forcément le spécialiste de la divinité. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'érection de certaines divinités. Par exemple, d'autres se sont focalisés sur la divinité Gou, par exemple, et ériger Gou, c'est leur spécialité. Il y a d'autres qui se sont focalisés sur le dent, par exemple, d'autres sur Sakwata, d'autres sur Torosu. Donc, il y a des spécialistes de chaque divinité, Mami et tout ça. Mais il y en a d'autres qui ont une vue très large, qui ont une connaissance très large de ces divinités-là et qui sont en mesure de les ériger parce qu'ils ont en amont, Ils sont polyvalents. en amont reçu déjà l'initiation et la consécration nécessaire pour pouvoir l'ériger. Parce que pour ériger une divinité, il ne suffit pas de savoir comment le faire. Il faut avoir reçu l'initiation, il faut avoir reçu la consécration d'érection. On peut recevoir l'initiation de la divinité sans recevoir la consécration d'érection. Mais vous ne pouvez pas recevoir la consécration d'érection sans recevoir l'initiation. En d'autres termes, ce que vous voulez dire tout à l'heure, recevoir l'initiation sans avoir la consécration, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire qu'entre-temps, vous avez déjà subi l'immersion initiatique. Vous avez déjà subi le rituel de la mort et de la résurrection dans le vaudou. Première des choses. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'on vous amène sur le trépied et on vous consacre vaudou. Et quand vous êtes consacré vaudou d'un seul vaudou, c'est que vous pouvez ériger les autres si vous en avez la connaissance. Mais professeur, lorsqu'on sait déjà que c'est une nécessité et qu'on sait que telle personne est indiquée pour nous aider à l'ériger, si par exemple la personne est dans une maison à location, comment il fait? Est-ce qu'il peut l'ériger ou dans quelle pièce c'est plus approprié? Parce que parfois on dit, lorsque tu es un humain ou tu vis sous le toit de quelqu'un ou bien tu es sous la responsabilité de quelqu'un, du moment où tu fais certaines pratiques, tu fais certaines... Tu franchis certains procédés rituels, ça va en faveur de la personne sous qui tu es, mais cela ne travaille pas forcément pour toi-même. Déjà, a priori, je ne conseille pas trop, si vous êtes en location, diriger une divinité. Ça va bien diriger une divinité dans la maison des autres. Parce que quand la divinité vient sur un territoire, s'il veut ramener de la grâce, il ramène la grâce d'abord sur le terrain. Or, le terrain ne vous appartient pas. Si le terrain appartient à quelque chose, à quelqu'un d'autre, et que vous ramenez une divinité, la divinité en déversant la grâce sur la maison, cette grâce-là ira d'abord au propriétaire de la maison, qui aura encore plus de moyens à construire encore d'autres maisons, d'autres maisons, d'autres maisons. Mais vous serez là. Ce qui va vous revenir sera vraiment infime. Ça veut dire que vous avez ramené une divinité qui travaille pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il travaille dans une maison, et cette maison ne vous appartient pas. Donc il travaille pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est la maison de votre papa ou de votre maman? Si c'est la maison de votre papa ou de votre maman, c'est que c'est votre propre maison. Ce qui appartient à votre père vous appartient, ce qui appartient à votre mère vous appartient. Donc en déversant la grâce dans la maison, votre père recevra la grâce, votre mère, si elle vit, recevra la grâce, mais vous aussi, vous allez recevoir cette grâce-là également. Donc c'est mieux que, même si vous avez une parcelle isolée quelque part, c'est mieux d'aller ériger la divinité là, parce que cette parcelle-là vous appartient. Et la grâce-là, parce que chaque divinité a une grâce qu'elle déverse. Et les divinités ne font pas de distinction, au fait, ne sont pas sélectives. Quand je vis dans une maison, je dois procurer du bonheur dans la maison. C'est celui qui est dans la maison qui est le propriétaire du territoire, donc c'est à ce propriétaire-là que je ramène la grâce. Donc on perd beaucoup de choses en érigeant une divinité dans la maison d'autrui. Alors David Kofi Azan, on parle de divinité dans la maison. Quelles sont les divinités qu'on doit ériger dans la maison et autour de la maison? D'abord, à l'intérieur d'une maison, la première divinité qu'il faut ériger, si vous avez le faire en dehors de Bokoleba qui assure la protection, c'est le Gou. Pourquoi? Parce que c'est la première divinité qui intervient dans la construction, dans l'érection d'un bâtiment. C'est le Gou, c'est le métal. Donc, et pour avoir une solidité et une stabilité pour la maison, il faut ériger le Gou dans la maison. On peut même ne pas avoir le fa et ériger le Gou dans la maison. Et on peut l'entretenir? L'entretien du Gou, c'est l'entité la plus facile à entretenir parce que d'abord, il ne consomme pas d'alcool. Et lui, son problème avec un peu d'huile rouge et un peu de farine de maïs mélangée à l'huile rouge, son problème est à régler. Une fois en passant, si vous avez un coq rouge, vous libérez, son problème est à régler. C'est l'entité la plus facile à entretenir et coûte. Ça ne va même pas vous coûter 5 000 francs l'an, son entretien. Même pas 5 000 l'an. Maintenant, en dehors de ça,
pour assurer votre propre protection et assurer la protection de votre progéniture. Une divinité qui combat les affres et nuisances de la sorcellerie, c'est également conseillé. Parce que vous savez, nous sommes dans un milieu où le beau, la sorcellerie, les imprécations, les miasmes, les scories sont légion aujourd'hui. Et surtout de nos jours, faire le mal est devenu la chose la plus normale qu'on essaie la plus aisée qu'on essaie de promouvoir partout pour dire qu'on veut. Ils ne font ça pas inadvertance. Oui, pour dire qu'on veut imposer le respect. Il n'y a aucun respect à imposer dans la violence et dans la destruction. Aucun respect qu'on veut imposer dans la violence et dans la destruction. Non. Il faut laisser une certaine liberté aux humains. Et c'est des gens qui, pour un oui ou pour un non, sont prêts à envoûter même leur propre épouse, même leurs propres enfants, leurs propres frères, leurs propres soeurs. Et si bien qu'on ne sait plus qui est qui. Et ton propre frère peut t'envoûter. Je dis bien, ton propre frère peut t'envoûter. Ton propre frère peut t'envoyer même en exil. Ta propre soeur également. Ta propre soeur peut t'envoûter. Donc, par jalousie. Par jalousie, on a du mal aujourd'hui à véritablement faire confiance. Donc, la première des choses, c'est de se barricader des divinités susceptibles de repousser les affres de la sorcellerie. Quelles sont ces divinités-là? C'est les divinités liées à la sorcellerie. Forcément. Telles que les Minonans, telles que les Kenessi. Contrairement à ce que les gens racontent, il y a des gens qui parlent de certaines divinités sans savoir absolument rien du tout. Là, on parle de Kenessi. Je parle de Kenessi où les gens dénigrent Kenessi, estimant que Kenessi c'est une mauvaise divinité. Non, rien n'est mauvais au fait. Kenessi c'est quoi? Une digression positive. Kenessi c'est une divinité qui permet de combattre les influences de la sorcellerie, les influences du beau, des imprécations, des miasmes, des scories. Donc son rôle c'est d'assurer la protection à partir de l'invisible. Or, aujourd'hui, beaucoup utilisent même Kenessi à des faits de destruction. Et l'usage de ce Kenessi à des faits de destruction fait que certains estiment que le Kenessi est mauvais, le Kenessi n'a rien de bon, parce qu'ils n'en savent absolument rien du tout. C'est comme on se lève aujourd'hui, on dit que le Toleba est mauvais, qu'il faut raser tous les Toleba du Bénin. Mais le Toleba produit beaucoup d'effets de destruction. Parce que n'importe qui va voir le Toleba, va lui verser de l'alcool dessus, du soavi dessus, ou bien de l'huile palmiste, le chojo dessus, pour dire que c'est Isaac qui t'a envoyé ça, c'est Jean-Marie qui a envoyé ça, c'est Pierrette qui a envoyé ça. Et puis, le Toleba se braque contre cet individu-là. Est-ce que c'est le Toleba qui est mauvais? Le Toleba ne prend pas de l'alcool. Le Toleba ne prend pas de l'alcool. Donc, on va l'exciter négativement à aller nuire à quelqu'un. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que le Toleba est mauvais? Mais en même temps, des gens vont faire des sacrifices de substitution et tout ça qui ramènent à Toleba, que Toleba accepte et l'individu la vie sauve. Donc, en même temps, le Toleba fait du bon. En même temps, les hommes l'utilisent pour faire du mauvais. Est-ce que c'est le Toleba qui est mauvais ou bien c'est l'usage qu'on en fait? C'est la même chose pour Kenessi. Kenessi, moi, j'ai connu, je suis né dans Kenessi. Parlons justement de Kenessi. Il y a eu cette polémique là où les gens disaient que c'est plus approprié pour les Gaïmans. Non, le Kenessi n'a jamais été approprié pour les Gaïmans. Pourquoi c'est une déviance qu'on a à ramener dans le Kenessi. Moi, mon initiateur possédait même la sommité, pour dire les 3 sommités de Kenessi. Au point, on l'appelait même Azegboron. Azegboron, c'est-à-dire que celui qui est la mère ou le détenteur de la sommité de la sorcellerie. Mais n'a jamais nuit à quelqu'un, ou n'a jamais... Kenessi consomme du sang humain? Non, Kenessi ne consomme pas du sang humain. Ça, là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que toute entité... Mais on peut lui donner du sang humain pour dupliquer... Le sang humain lui est donné pour dupliquer, pour décupler sa force de frappe. Et là, ça lui donne la possibilité de nuire à des personnes. Et cette nuisance-là n'est pas pour rendre la personne malade ou pour tuer la personne. Mais un foyer, mettons. C'est-à-dire pour l'abrutir, pour la bêtise, pour, en quelque sorte, le mettre sous charme. De sorte que tout ce que vous allez lui dire, sa seule réponse, c'est oui. Ouais. Son seul geste, c'est donner. Donc, quand il le fait, il utilise cette fin-là pour le faire, au bout du rouleau, le Kenessi à qui on a donné du sang humain, d'une manière ou d'une autre, et dont on a dévié le rôle protecteur pour l'amener à hypnotiser des individus proches ou lointains afin de leur tirer quelque chose, ramène toujours des revers. Et ces revers-là, c'est ça qui est nuisible, justement. Comme une mort foudroyante. Voilà, une mort brutale. Et même ça provoque la mort, même de ceux qui, entre-temps, avaient bénéficié du fruit de ces efforts que Kenessi avait fournis pour ramener des millions. Ceux qui ont joui de ça, eux aussi peuvent également rendre compte que Kenessi peut se jeter sur eux pour les obliger à rendre gorge. Donc le problème qui se pose ici, c'est l'usage qu'on fait des divinités. Ce n'est pas les divinités qui sont mauvaises.
Koku n'est pas mauvais, Jack n'est pas mauvais, Gamara n'est pas mauvais, Kenessi n'est pas mauvais, Atinga n'est pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait. Alors tout à l'heure, on parlait des divinités qu'on peut ériger à la maison. Vous avez parlé de Kenessi. Oui, qu'on peut ériger à la maison. Oui. On peut ériger le dent à la maison, des dents spécifiques qu'on peut ériger à la maison. Pour se protéger. Voilà, pour se protéger contre la destruction et également se donner la capacité spirituelle d'émerger socialement, spirituellement, économiquement, professionnellement, peut se donner cette capacité-là pour son émergence personnelle. Mais en même temps également, nous avons aussi les autres formes de divinités exogènes, parce que quoi qu'on dise, il y a des divinités qui sont endogènes, des divinités qui sont exogènes. Tel que le tronc, par exemple, c'est une divinité exogène, c'est pas une divinité endogène, parce que c'est venu ici il y a à peine un siècle. Voilà. C'est au début des années 1900 que ça a fait son apparition ici. À part le tronc à part le tronc, par exemple, il y a des gens qui prennent le Gamara, par exemple, pour se protéger, mais également pour des actions spécifiques. Mais je conseille, si vous voulez prendre des Gamara, d'avoir avant, nos parents parlaient de Torah. Torah, en fait, c'est une concession à l'intérieur de la concession. C'est-à-dire que c'est une concession qu'on met dans un point isolé. Et c'est à l'intérieur de cette concession-là qu'on met cette divinité-là. Mais quand on met cette divinité-là en même temps que ça cohabite avec des individus, ce n'est pas trop bon pour les individus parce que ça peut provoquer des tensions, non seulement à l'intérieur de la maison, mais également ça peut provoquer des maladies, quand ça peut provoquer également des morts, à cause de ceux qui sont morts de façon subite. Si par exemple, lors de l'érection d'une divinité, on a utilisé les restes d'une femme qui est morte en couche, comme on le dit, ça va provoquer la mort d'une femme en couche ou ça va provoquer des morts nés dans la maison par la suite. C'est pour ça qu'il faut les isoler et orienter leur ouverture ailleurs. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, s'il faut ériger une divinité à la maison, il faut que ce soit peut-être dans notre propre chez ou peut-être dans la maison de nos parents. À part cela, quelles sont les conditions à remplir pour avoir une divinité chez soi? Les conditions à remplir, ce sont des formalités qu'on peut exiger ou les formalités exigibles à tout individu. Mais déjà, quand on veut installer une divinité sur une terre vierge, il faut consacrer la terre. Consacrer la terre, c'est-à-dire que nous, on dit Minado Rumando. C'est-à-dire que on va implanter un certain nombre de choses pour faciliter la sortie et l'entrée de la divinité sur cette terre-là. Sortie, c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir la déloger, c'est ça? Non. Quand la divinité est érigée, la divinité doit sortir par deux voies. Soit une sortie sous terre ou une sortie sur la terre. Donc on enterre des choses à l'endroit spécifique pour lui faciliter le trajet de sortie et d'entrée. Si la divinité peut être coincée une fois enterrée, une fois installée sur les lieux, peut être enterrée par des entités terrestres qui sont des entités souterraines. Ces souterraines-là vont l'empêcher de sortir de là parce qu'ils ne vont pas la reconnaître comme telle. Or, quand on prend des dispositions de préinstallation, c'est une disposition de préinstallation, comme dit, d'autres disent dans Dazando, d'autres disent dans Do, Rumando. Chez nous, on parle de Rouma. Maintenant, si on doit, vous donner Wassi au final, c'est que si on doit faire l'immersion spirituelle à des individus là, donc consacrer des gens là, et on doit à Diado. Ça fait encore, c'est une autre cérémonie également, pour permettre à ce que Vodun peut tuer et ressusciter sans aucun souci. Donc, à partir de ce moment-là, quand c'est pas fait, la divinité a du mal à mouvoir sous la terre. Peut-être sur la terre peut avoir une certaine facilité, mais là encore, les entités célestes peuvent également l'empêcher. Donc, en fait, le dispositif de pré-installation, c'est une manière de dire que ce territoire-là est consacré et ouvert pour les entités terrestres et les entités célestes. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous installez, quoi que soit que vous installez, même si c'est votre propre lèvre, il n'y a plus de problème. Mais qu'en est-il des divinités qu'on érige à la maison ou autour de la maison? Y a-t-il des divinités spécifiques qui ne peuvent qu'être érigées devant la maison ou autour de la maison? Il y a des divinités. Je prends par exemple le cas de Kurosu, par exemple. Et le Kurosu, pour qu'il soit armé, il faut qu'il soit érigé en dehors de la maison. Donc à l'entrée, par exemple, du portail. Le Nesuko, par exemple, il faut qu'il soit érigé à l'entrée du portail. Donc, tant que le Kurosu n'est pas désarmé, on peut l'ériger à la maison. Il y en a qu'on peut désarmer et on l'érige à la maison, pas de souci, il va faire son travail normalement. Mais est-ce qu'on peut mettre le legba au portail? En principe, le legba, avec son nom, Agbo veut dire portail. Donc sa place est au portail. Sa place est au portail, c'est à l'entrée. Quoi qu'on soit alpha, c'est à l'entrée. À l'entrée de la maison, à l'intérieur ou au portail? Dans les temps anciens, on l'érige à l'entrée de la maison au portail.
Et vous le voyez avant de venir. Mais l'urbanisation fait que dans les maisons de Cotonou, vous ne pouvez pas, sur la voie publique, ériger votre legba. Hier, c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, surtout dans les milieux urbains, les milieux périurbains. Ce qui fait qu'on est obligé de faire rentrer son legba dans son périmètre. Vous êtes obligé de faire rentrer votre legba dans votre périmètre. Donc, vous êtes obligé de ramener ça derrière votre clôture. Mais là, la première chose qu'on voit quand on rentre dans la maison. Vous pouvez, voilà, il faut que dès qu'on rentre dans la maison, que le legba soit en mesure de voir tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et tout ce qui sort. Donc, le positionne à l'entrée à telle enseigne qu'il est capable de voir tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Alors, pour ceux qui ont reçu le FA, le legba, ça s'érige où? À l'entrée toujours de la maison? À l'entrée de la maison, mais actuellement, il y a des individus qui ont reçu le FA et qui n'ont pas une maison où la situation de leur maison est telle qu'ils ne peuvent pas l'ériger. Donc, ils l'érigent dans une... ils font une sorte de portabilité. Voilà, on fait les legba portatif. Disons que quand ils auront dans un canari, quand ils auront leur propre maison, on peut maintenant enterrer le legba à l'entrée de leur maison. Mais est-ce que lorsqu'il a le FA, il a son legba, est-ce qu'il peut encore prendre encore d'autres types de legba? Non, quand vous avez le FA legba, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. L'exception est faite pour les Rounon. C'est quand vous avez votre FA, vous avez votre FA legba et tout ça, et après, vous avez votre couvent de vaudou, et là, vous êtes obligé, que vous devez faire des rituels de vaudou là, et tout le temps, vous êtes obligé d'avoir le rond legba. Soit vous avez le rond legba, soit vous transformez votre propre legba en rond legba. Et là, c'est on active, c'est des feuilles et des plantes. C'est comme si on ajoute un logiciel. Non, c'est comme on ajoute un logiciel. Voilà, un logiciel à l'ordinateur, c'est tout. C'est un logiciel qu'on installe. Donc le rond legba est là, et on installe les logiciels tout autour pour que ça devienne un rond legba pour être plus performant. Alors, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Un petit commentaire pour conclure? Mais ce que je vais dire pour conclure, c'est que, quoi qu'on dise de nos jours, nous ne pouvons pas nous départir, nous ne pouvons plus nous départir de nos valeurs endogènes, de nos valeurs traditionnelles. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il faudrait qu'on commence par améliorer non seulement l'aspect physique, mais également l'aspect liturgique et œcuménique de nos divinités. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse lancer la réflexion parce que beaucoup veulent bien prendre des divinités chez eux ou les divinités de leur propre fa. Même le legba, par exemple, et le ramener chez eux. Mais l'usage du sang, l'usage de l'huile rouge est tel. Parfois, certains estiment que c'est salissant, c'est repoussant, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que nous devons commencer par réfléchir à la situation pour voir, même si on doit faire usage du sang, comment le faire pour que cela ne soit plus repoussant. Si on doit faire des offrandes de viande pré-cuite avec la pâte de farine de maïs à notre legba, comment faire pour que cela ne dégage pas, je dirais, des odeurs que ça ne perturber un peu. Que ça ne perturbe pas l'environnement et tout ça. Donc, c'est des réflexions qu'on doit lancer et ça fait partie des défis qui attendent notre réalité traditionnelle. Et soit on fait face à ces défis-là, on les relève, soit on va noyer. Eh bien, on est obligé de faire face à ces défis pour les relever ou on va noyer. Alors, une petite question pour rappeler à nos amis internautes, quelle est la fonction du legba? Le legba, c'est une divinité qui assure, c'est le gardien du seuil. Celui qui assure la protection, c'est lui qui repousse les vibrations négatives qui doivent rentrer, et c'est lui qui favorise l'avènement des vibrations positives dans la maison. Donc son rôle, c'est de protéger et de repousser l'agression étrangère. Merci à vous, David Kofi Azar. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agression étrangère, mais je suis tenté quand vous poser une question d'actualité. Vous avez suivi Kémy Séba et Nathalie Yamp ces derniers jours? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, très rapidement? Ce que je pense, je vais leur dire quelque chose. On dit, enfant, avons dit gars, tu vois un bon million les tire de canton. C'est-à-dire que le chien a le museau long, mais pourtant devant lui, on peut faire du feu et le feu va s'éteindre. S'ils peuvent comprendre, c'est très bien. Merci à vous, David Kofi Azar, pour ces échanges. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère. Merci à vous, Atifa Olafa, d'être resté avec moi pour cet entretien. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve lundi prochain, mais demain avec la une des journaux. Nasrine Fatou vous donne rendez-vous pour le même exercice. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.